Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, amis trésistes. C'est l'heure de notre magazine Rugby League présenté par Denis, aujourd'hui exceptionnellement, parce qu'il a un invité de marque que je laisse le soin de présenter. Bonsoir Denis, bonsoir monsieur l'invité. Oui, bonsoir à toutes et à tous, amis trésistes, bonsoir Nicole. Oui, c'est une émission Rugby League très spéciale, puisque nous recevons ce soir Marc Palanque, président de la Fédération française de rugby à 13, qui nous fait le plaisir de nous accorder une interview. Rappelons que la dernière fois que nous avions le plaisir d'accueillir Marc Palanque, c'était dans nos studios, cette fois-ci c'est par téléphone, mais c'est pareil, c'était dans les studios de Radio Marseillette, et c'était quelques mois juste après, à peine après son élection. Donc il y a de nombreux mois qui se sont écoulés depuis, mais on peut dire même plus de 2 ans. Et donc voilà, cette interview nous fait grand plaisir. Quand nous, la radio du rugby à 13, nous sommes très heureux de recevoir le président de sa fédération. Alors, bonjour Marc Palanque. Bonjour à tous. Et puis merci de me recevoir sur votre radio. Une fois, merci d'avoir accepté d'être présent sur notre antenne ce soir. Écoutez, c'est le moindre que je puisse faire. Comme vous l'avez dit, vous êtes des passionnés de rugby à 13 et c'est avec plaisir que je répondu favorablement à votre invitation. C'est avec plaisir. Alors c'est vrai qu'en même temps, c'est lié aussi au fait que ce week-end se déroule sur Carcassonne, qui fait partie évidemment de notre plus proche, nous, Radio Marseillette, de notre proximité, on va dire. Un événement important pour le rugby à 13 français en général, c'est le Magic Weekend que la fédération organise je ne sais pas, vous allez nous préciser, ça fait 2 ou 3 saisons. C'est depuis mon élection, quoi. Depuis votre élection. Voilà, ça fait le 3e là. Voilà, c'est le 3e. Donc c'est un moment important, c'est un événement important pour ce championnat de France élite, ce Magic Weekend qui va se dérouler donc sur 2 jours, samedi et dimanche. Alors pour débuter, on va débuter quand même par cet événement. Marc Palanque, pouvez-vous nous décrire un peu cet événement et quelles en sont les raisons principales pourquoi organiser cet événement exceptionnel au sein du championnat de France élite? Bon, alors si vous voulez, déjà, qu'est-ce que c'est le Magic Weekend? Le Magic Weekend, c'est les 10 clubs d'élite 1 qui se rencontrent donc sur 2 jours dans un même stade, donc à Carcassonne. Il y a 3 matchs le samedi et il y a 2 matchs le dimanche. L'idée, c'est de créer un événement d'envergure en milieu de saison et à la fin des matchs allés, charnière entre la phase des matchs allés et la phase des matchs retour. Et ne pas avoir que des événements qui se font en fin de saison au moment des finales. Donc un événement d'envergure en milieu de saison, lui donner de l'intérêt à cette compétition avec pour cette journée supplémentaire donc en championnat, puisqu'elle compte comme une journée supplémentaire, la victoire est primée à 4 points au lieu de 3 points habituellement. Donc ça peut avoir des incidences au classement. Ça donne donc un intérêt supplémentaire au niveau des équipes à cette compétition. L'idée aussi, c'est de créer du spectacle avec notamment l'arbitrage à 2, puisque pour le Magic Weekend, on a toujours un arbitrage à 2, c'est-à-dire à 2, ça veut dire que il y a les 2 arbitres de touche, mais il y a aussi 2 arbitres au milieu du terrain, un qui fait jouer rapidement le tenu et un qui s'occupe de la ligne de défense. Ça a pour conséquence, si vous voulez, d'accélérer grandement le rythme du jeu, donc du spectacle à l'appui. L'idée aussi, c'est d'installer toujours dans la même ville ce Magic Weekend afin d'en faire un rendez-vous annuel incontournable à Carcassonne à la fin de la phase des matchs allés. Il y a chaque année le Magic Weekend. Et Carcassonne, bien évidemment, pourquoi Carcassonne? Parce que Carcassonne, déjà, c'est une ville quand même magnifique qui a 2 patrimoines mondiaux de l'UNESCO, avec le canal du Midi et la Cité, donc qui peut attirer aussi des touristes qui pourraient venir voir le Magic Weekend et profiter aussi pour visiter la ville. Et puis de par sa situation géographique, parce que par rapport au monde trésiste actuel, Carcassonne est idéalement placée. Donc voilà un petit peu pourquoi Carcassonne. En tout cas, j'en profite pour remercier vivement M. Gérard Lara, le maire de Carcassonne, qui soutient cet événement en nous mettant chaque année le stade à disposition
et c'est vraiment très, très important pour notre fédération. Et puis ensuite, si vous voulez, au-delà de la partie sportive, c'est également l'occasion de faire se rencontrer tous les dirigeants et sympathisants de Ligue 1 lors de la soirée du samedi soir, où cette année, le thème sera l'Espagne. Voilà ce que je peux vous dire sur le Magic Weekend. Alors, je vais revenir tout à l'heure sur le lieu, hein, sur le lieu mais au préalable, oui, je voulais dire aussi que je pense que vous acquiescerez, c'est que les rencontres sont équilibrées puisque les clubs s'affrontent par niveau de classement au fin de la phase aller, et il se trouve que par rapport à la situation actuelle aujourd'hui, on est pratiquement dans le classement actuel, c'est-à-dire donc il va y avoir des rencontres équilibrées, mais très importantes, mais qui vont jouer un rôle pour les dimanches à venir, et peut-être pour certains d'entre eux, pour la qualification. Voilà, c'est tout l'intérêt de ce Magic Weekend. L'idée, c'est d'en faire vraiment un moment qui soit incontournable à bien des points, et vous avez raison de le souligner. C'est pour ça que nous attendons et que nous faisons le Magic Weekend à la fin des matchs allés, donc en charnière entre phase aller et phase retour, pour avoir le classement de tous les clubs. Et comme vous le dites justement, et afin d'augmenter l'intérêt de la compétition, eh bien, on propose des matchs le plus équilibrés qui soient, puisque le premier rencontre le second, le troisième le quatrième, le cinquième le sixième, ainsi de suite. Voilà. Et donc, comme vous le dites, ça peut avoir une incidence parce que la victoire, là, elle vaut 4 points. Oui, et puis quand on sait que le classement de ce championnat de France Élite 1 est extrêmement serré, entre les deux premiers, ça peut bouleverser le classement. Alors, il y aura non seulement le fait qu'il y a des matchs équilibrés, on n'aura pas le premier contre le dernier, ce qui pourrait créer un déséquilibre. Le dernier rencontrera l'avant-dernier, mais voilà. Et donc, il va y avoir des clubs qui vont être peut-être arriver à accrocher la qualification. On passe au 5e, au 6e, 7e, puisqu'il y a... Et puis, pour les premières places, les 2 premières places qualificatives, entre les 4 premiers, il va y avoir un duel terrible entre le premier et le second, et le deuxième et le troisième. Et le troisième et le quatrième, pardon. Tout à fait, c'est pour ça que c'est construit comme ça, justement, pour créer cet intérêt. Alors, nous revenons tout à l'heure, en fin d'émission, nous redonnerons les horaires des matchs, des rencontres. Hein. Alors, je reviens un peu sur la question de, vous avez dit pourquoi Carcassonne. Moi j'avais envie de vous dire aussi, pourquoi cet événement. Alors, je peux souscrire tout à fait au fait que Carcassonne, aux arguments que vous avez donnés pour Carcassonne, mais pourquoi cet événement n'est pas, on va dire, entre guillemets, décentralisé, organisé dans une ville. Ne profitons pas de cet événement peut-être pour faire la promotion du rugby à 13 sur une ville ou sur une région où il est balbutiant, pas très bien planté, un peu différemment de ce qui peut être dans l'Aude, par exemple. Mais parce que, si vous voulez, ce dont on souffre à 13, il faut bien le reconnaître, c'est quand même de la fréquentation des stades, quoi. Et aujourd'hui, moi, ce que je cherche, ce qu'on cherche aussi avec les élus, c'est de pouvoir créer un événement dans un endroit qui permette, de par son positionnement géographique, qui permettent de raccourcir les distances par rapport à une position centrale et de faire en sorte que le monde trésiste puisse venir s'y rendre sans excentrer. On pourrait très bien, par exemple, faire ça sur Toulon, qui est un endroit stratégique pour nous. Le rugby à 13 est en train de vraiment prendre racine. L'équipe a des résultats, mais Toulon, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de trésistes qui vont se dépasser jusqu'à Toulon. Et à la limite, on peut le comprendre. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas encore assez fort. Alors c'est peut-être une erreur stratégique. Moi, j'entends ce que vous dites, mais nous, l'idée, c'est quand même essayer de jouer une valeur sûre sur une ville qui permette à tout le monde de pouvoir y venir, je dirais, avec facilité, quoi. Alors, vous parlez de déplacement des publics et des supporters. Est-ce que les clubs
alors peut-être c'est pas un problème de la fédération là, mais est-ce que les clubs vraiment jouent le jeu en organisant? On sait que c'est un peu le problème aussi du rugby à 13 français. On le sait pour les phases finales, on le sait à l'occasion des événements. On ne sent pas alors. On ne sent peut-être pas toujours une mobilisation des clubs pour organiser des bus, pour amener pour du monde pour suivre l'équipe. Je partage votre avis. C'est vraiment quelque chose sur lequel on doit progresser. Là, vous voyez, il y a un bel engouement et qui est normal et qui est justifié pour accompagner, par exemple, les Dragons à Barcelone, qui vont jouer contre Wigan le 18 mai. Et c'est une très bonne chose. Donc, à un moment donné, ça veut dire que le peuple trésiste est capable de faire ça, les clubs et tout, avec des anciens aussi, les clubs d'anciens qui se mobilisent. Et c'est vrai que un one-shot comme ça ne suffit pas. Ça devrait être le cas pour nos grands événements. Et que tous les clubs se mobilisent comme ils sont en train de le faire pour accompagner les Dragons catalans à Barcelone. Moi, en tant que président, je ne peux qu'espérer qu'on finisse par en arriver là, parce que on ne peut pas sans arrêt tout le temps regretter que le stade soit, selon certains, à moitié plein, pendant que les autres disent qu'il est à moitié vide, et ne pas se donner la peine de s'aider nous-mêmes en premier, les trésistes, quoi. Alors, justement, par rapport à cela, est-ce que dans l'avenir, il ne faudrait pas justement protéger au niveau fédéral cette journée du Magic Weekend et faire un peu comme vous allez faire pour le déplacement des Dragons à Barcelone, puisque ce jour-là, on en reparlera tout à l'heure, puisqu'on viendra sur le sujet des Dragons. Là, on sait que par exemple, il y a les demi-finales d'élite 2 de la Coupe du Trophée Georges Hélière qui se jouent en même temps. Bon, est-ce que dans l'avenir, peut-être au niveau du calendrier, il ne faudra pas apporter une amélioration pour protéger ce Magic Weekend de toute concurrence, on va dire. Écoutez, là apparemment, il semble vous échapper quand même un fait important. Déjà, le Magic Weekend, il ne devait pas se jouer ce week-end, il devait se jouer le week-end d'avant. Et il ne vous a pas échappé quand même que la France est actuellement frappée par un mouvement sans précédent, un mouvement social qui s'appelle les Gilets jaunes. Et donc on a été obligé de composer avec ça, on a subi comme tout le monde ça a des effets collatéraux, beaucoup de matchs n'ont pas pu se jouer, donc il a fallu rattraper les matchs, et comme je vous l'ai expliqué précédemment, le Magic Weekend ne peut se jouer qu'une fois que la phase aller est clôturée. Donc à partir de là, eh bien, on a dû repousser, et bien évidemment après, eh bien, ça vient en confrontation avec d'autres dates. Mais c'est pas un choix délibéré de l'avoir organisé comme ça. Il me semble important de vous le préciser, quoi. Pendant les premiers samedis des Gilets jaunes, il a été très très difficile de circuler et beaucoup de matchs n'ont pas eu lieu. Donc le fait de protéger dans l'avenir le Magic Weekend, dans la mesure où il n'y aura pas toujours des mouvements sociaux qui perturberont le championnat, ça peut être une possibilité. Mais oui, mais bien sûr, mais déjà c'est acquis pour nous ça. Et qu'après on fait comme on peut. Exactement. Bien, alors, puisqu'on parle de l'élite, là, donc on va prolonger un peu sur cette compétition d'élite au sens large, hein, puisque vous l'avez dit, ce Magic Weekend, c'est un moyen de promouvoir justement ce championnat de France élite. Et alors cette élite, alors ma question est un peu longue, excusez-moi, mais bon, c'est un sujet qui me tient un peu à cœur. Cette élite, peu importe la façon dont on l'a appelée, ou on l'a nommée au fil des années, ça a été pendant longtemps le sommet de la pyramide trésiste. Bon, depuis maintenant plus d'une décennie, depuis que deux clubs, d'abord les Dragons catalans, puis les Toulouse Olympiques, ont pris la direction de l'Angleterre, ont pris des statuts professionnels pour les Dragons catalans et en passe de l'être pour le Théo. On a la sensation, mais bon, je pense que moi, pour avoir discuté fréquemment, et je pense que vous aussi avez des supporters, que le championnat de France élite n'est plus considéré comme venant simplement en 3e position. Et alors, ça pourrait expliquer, on va dire,
mais la désaffection, mais il n'y a pas que ça, certainement, hein, c'est pas la certaine désaffection du public dont vous avez parlé aussi vous-même tout à l'heure. Alors, c'est-à-dire que ce championnat d'élite a régressé dans la hiérarchie du 13 français. Alors, pourtant, elle me semble, elle me semble en danger, cette élite de pérennité, même si, je pense que les clubs avec des moyens assez minimes font des miracles, les joueurs avec un statut un peu particulier, un peu bancal, hein, puisqu'ils sont ni professionnels, ni font du spectacle. Hein. Nous, quand on est sur le bord du terrain tous les week-ends d'élite, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des joueurs parviennent à pratiquer un rugby d'excellent niveau. Alors c'est un sujet qui mériterait certainement toute une émission, hein, pourquoi pas peut-être un jour ne la ferait-on pas, mais pour aujourd'hui j'aimerais vous demander si au niveau du comité directeur, et vous en particulier, qui avez été un grand joueur de cette élite, vous travaillez, vous avez des pistes, vous explorez des pistes, vous avez des idées pour refaire de cette élite un phare, alors à côté des Dragons, à côté du Théo, etc., mais un phare de nouveau de la compétition trésiste qui réattire le public. En effet, la question elle est longue, mais en fait je l'ai comprise, mais surtout que elle est facile à comprendre. Déjà, les joueurs d'élite 1 n'ont pas de statut bancal, comme on vous l'avait dit, ce sont des joueurs plus réactifs. Ils ont des contrats, donc qui leur permettent à la fois d'avoir un contrat professionnel avec un employeur et un contrat avec leur club, ce sont pour pouvoir justement consacrer du temps à leur préparation et à leur niveau de jeu. Ça c'est le premier point qui me semble important de souligner. Ensuite, quand vous comparez avec les Dragons, avec les Théo, les Dragons et les Théo jouent une compétition étrangère. Le championnat de France d'élite, c'est le championnat de France de l'élite 1. Que ce championnat soit aujourd'hui, et voyez, vous l'avez même dit vous-même tout à l'heure, que c'était un championnat très serré et de très bon niveau. Donc, le problème, c'est ça, c'est que j'ai des fois du mal à comprendre. Le championnat de rugby à 13, moi je vois d'élite 1, quand je vois le comportement des joueurs, quand on les fait venir en équipe de France, vous les avez vus jouer, vous les avez joué contre des professionnels, parce que dans les équipes galloises, anglaises, irlandaises, il y a des joueurs qui jouent beaucoup en RFL, dans le championnat Super League anglais. Pour autant, nos joueurs n'ont pas démérité, loin s'en faut, hein, ils ont fait le grand chelem. Et certes, avec d'autres joueurs pro du Théo et des Dragons, mais nos joueurs d'élite 1 sont de vrais joueurs avec une vraie valeur. Et je pense que c'est un problème de reconnaissance du spectateur français qui ne mesure pas à quel point ces joueurs sont bons. Aujourd'hui, vous avez pu constater depuis ces 3 dernières saisons, enfin, du moins autour de moi, c'est ce que j'entends souvent, c'est que tout le monde se plaît à reconnaître que le niveau s'est élevé, qu'aujourd'hui, toutes les équipes sont très proches les unes des autres. On n'a plus trop de faibles équipes comme ça pouvait être par le passé. Donc, moi, si vous voulez, en tant que président et avec les membres du comité directeur, vous devez être persuadé que, bien évidemment, c'est une question qu'on se pose tous les jours pour que, au travers de notre élite, notre rugby soit mieux reconnu. Il le sera d'autant plus si l'équipe de France réussit, parce qu'elle est là aussi, la clé d'entrée. Mais au-delà du niveau de jeu, qui est là, il y a aussi notre préoccupation d'essayer d'implanter le rugby à 13 dans de grandes villes. Donc, tout à l'heure, je vous faisais allusion à Toulon, où il y a un gros travail qui se fait considérable, et le club est en train de s'enraciner. Ils ont déjà quelques titres dans les divisions inférieures. Donc, on a beaucoup d'espoir sur cette ville-là, et on a aussi des espoirs actuellement. On regarde avec intérêt une initiative sur Montpellier pour un club d'élite, un projet qui va nous être présenté le mois prochain, dont on verra si il y a lieu d'y donner suite ou pas. Mais voilà, quoi, c'est ce que nous regardons aussi, pouvoir implanter le rugby à 13 aussi dans des grandes villes, quoi.
Oui, là, que ça soit clair, hein, je n'ai pas de, je partage tout à fait l'idée que la valeur des joueurs d'élite et les efforts des dirigeants de ces clubs. Hein. Et puis, quand j'ai voulu dire bon, alors, je me suis mal exprimé peut-être en parlant de contrat bancal, et vous avez raison de me redresser. Ce que je voulais dire, c'est que justement, ces joueurs, qui ne sont pas dans un statut professionnel, produisent un rugby, justement, de qualité, entre guillemets, quasi professionnel. Mais quand même, on est obligé de bien reconnaître qu'aujourd'hui, moi je veux prendre pour exemple, il y a 15 jours, 3 semaines, au stade Gilbert Brutus à Perpignan, où les Dragons catalans ont organisé un match d'ouverture, un match au sommet entre leurs réserves, Saint-Estève catalan et Carcassonne 13, un match qui a été magnifique, et qui s'est joué devant des tribunes vides. Et des gens, alors je peux vous dire, parce que des gens ont écouté la rencontre d'élite sur Radio Marseillaise et sont venus voir les Dragons par la suite. Donc c'est là où, voilà, c'est ce problème, voilà, cette non-reconnaissance de l'élite par le public qui semble poser problème. Maintenant, voilà. Non, mais vous avez raison de le dire, mais vous vous rendez compte ce que vous venez de dire. À Perpignan, dans une ville trégiste au plus haut point, avec les Dragons catalans, on va même pas voir l'équipe réserve, donc c'est quand même regrettable, quoi. À un moment donné, ça devient irrationnel, quoi. Vous allez dans des beaux stades, dans un stade où en plus derrière il va y avoir un match de très haut niveau professionnel de Super League. Vous y allez avec une affiche le premier contre le second d'élite 1, à un moment donné tout est réuni. Et les gens ne viennent pas. Vous voyez, c'est un peu ça le syndrome que moi j'ai constaté à 13, et surtout depuis que je suis revenu aux affaires, c'est que, en fait, on est toujours en train ou souvent en tout cas, de se plaindre, de crier on nous aime pas. Mais moi je pose une question, est-ce que nous aimons au point d'aller au stade, d'aller remplir les gradins en passant par le guichet pour laisser quelque argent au club, pour leur permettre de se structurer, de travailler. Moi je la pose la question simplement, quoi, parce qu'à un moment donné le spectacle est là, la compétition est là, les installations sont là. Ben, si le public n'est pas là, ça devient difficile, ça devient irrationnel, quoi. Mais bon, donc il faut s'entêter. Il faut s'entêter, il faut travailler, il faut y croire et espérer qu'à un moment donné, la bascule se fasse. Hein. Voilà, il faut pas se décourager. Et puis la piste des grandes villes que vous avez évoquée paraît aussi intéressante. Oui, on espère aussi que en arrivant à s'implanter dans des grandes villes, aussi on attirera des sponsors plus nationaux qui pourront nous permettre justement d'investir dans notre rugby et puis avec pour objectif peut-être un jour de pouvoir créer une ligue professionnelle en France. Voilà, parce que moi quand même mon objectif en tant que président, et je suppose que les présidents suivants seront dans le même sens, quoi. Mais ce qui m'importe moi, c'est pas que mes clubs partent jouer, que le meilleur du rugby à 13 français parte à l'étranger, quoi. Moi j'aimerais justement qu'on ait une autre Super League en France, quoi. Très bien. Bon, on va changer de point, on va parler alors de formation et d'équipe de France. Parce que c'est vrai que ce sujet d'élite, peut-être un jour, Marc Palanque, on vous invitera pour en parler et y faire une émission entière, parce que bon, c'est absolument passionnant. Mais les autres les autres sujets qu'on va aborder le sont aussi. Alors il y a je vais aborder 2 sujets qui étaient très importants, qui faisaient partie de lorsque vous êtes présenté. Hein. C'est la formation et l'équipe de France, et qui sont extrêmement c'était 2 sujets sur lesquels vous avez bien beaucoup mis l'accent, hein, et en effet qui sont extrêmement liés, parce que sans formation à la base, on ne peut pas espérer un jour avoir une équipe de France performante. Donc, alors sur ces 2 sujets, bon, j'ai pas de questions précises comme tout à l'heure. Je vous donne la parole. Je vous dis, où en êtes-vous, aussi bien au niveau en termes de formation, en termes d'équipe de France, on a vu quand même on a commencé à voir des choses, mais je vous laisse le soin là-dessus de développer. Bon, alors c'est vrai, vous avez raison de le souligner. Dès le début de ma mandature, cela a été une priorité pour moi, et j'ai toujours dit que la formation et le haut niveau étaient intimement liés.
c'est une palissade que de le dire, puisque plus vous avez de masse, plus vous avez de chances de sortir une élite. Ça se comprend tout seul. Donc la formation, quand on est en formation, souvent on pense que ça s'arrête aux écoles de rugby. Or la formation, ça va des écoles de rugby, des premiers pas, jusqu'au pôle Espoir et pôle France de la fédération. Donc c'est un sujet qui est assez vaste, et donc il va me falloir un petit peu de temps pour vous expliquer un petit peu où nous en sommes à date. Donc quand on parle de formation, il faut déjà se préoccuper, avant de parler de la formation des joueurs, de parler de la formation des éducateurs et des entraîneurs. Donc la fédération a aujourd'hui donc construit un institut national de formation qui est géré et assumé par notre direction technique nationale et qui permet de former tous nos futurs entraîneurs et éducateurs. Une fois diplômé, chaque éducateur reçoit une pochette de travail avec un livre de compétences qui fait une bonne centaine de pages, où sont expliqués et imagés tous les exercices d'apprentissage au rugby à 13. Donc depuis 3 saisons maintenant, concernant le cahier, le livre de compétences, c'est une initiative que nous avons mis, c'est un engagement que j'avais de campagne et que nous avons pu mettre en place parce que ça demandait beaucoup de travail cette saison. Donc au début de la saison en cours, là, les éducateurs ont été dotés. Ensuite, comme vous le savez, depuis 3 saisons, nous offrons un ballon en début de saison à chaque enfant, des catégories des premiers pas à U12. Cette opération s'appelle un ballon pour tous, tous pour un ballon. Alors, l'idée de cette opération, c'est qu'à ces âges-là, il est souvent bien difficile d'accepter de partager le ballon. C'est pourquoi nous avons voulu offrir un ballon à chaque enfant, afin qu'il puisse se l'approprier, apprendre à le maîtriser, puis accepter l'idée de le laisser sur le côté du terrain pour apprendre ensuite à en partager un seul en équipe. C'est une opération qui chaque année remplit les enfants de bonheur et qui, des échos que j'ai, porte ses fruits, parce que ça leur permet aussi de jouer dans leur jardin, dans la rue, puis avec un ballon ovale plutôt qu'avec un ballon rond. Et ça, ça me plaît. Nous avons également cette année offert un livret d'accueil aux familles de ces mêmes catégories. Alors qu'est-ce que c'est ce livre d'accueil? C'est un livret où dans la préface, j'explique l'intérêt que nous portons aux enfants et qui informe les parents sur le rugby à 13, son histoire, ses compétitions, les catégories d'âge, mais également sur notre formation premier secours. Notre médecin fédéral a en effet créé une formation spéciale adaptée à la pathologie du joueur de rugby à 13, afin que chaque éducateur puisse avoir les bons gestes en cas d'accident. Donc nous rassurons les parents à ce niveau-là, et c'est très important. À la fin de ce livret, il y a une partie évaluation, où l'éducateur, responsable du suivi du jeune joueur, note les acquis de l'enfant sur les gestes de base de notre sport. Cela permet à chaque éducateur de connaître le niveau du joueur, de chaque enfant, à chaque changement de catégorie. L'idée de permettre au nouvel éducateur de pouvoir faire travailler chaque enfant en le faisant progresser sur les points faibles, puisqu'il les connaît grâce donc au cahier d'évaluation. Et enfin, pour éviter des fois les débordements qu'on peut constater sur les bords de terrain, quand les parents s'enflamment en faveur des enfants, dans la dernière page, l'enfant s'adresse à ses parents et lui explique que c'est son match, qu'il est là pour son plaisir et qu'il veut voir ses parents, si vous voulez, se comporter avec bienveillance vis-à-vis de l'arbitre, vis-à-vis de l'adversaire, comme quand il l'éduque et qu'il lui demande d'être poli avec les gens dans la rue ou à l'école. Voilà. Donc c'est quelque chose qui a été plébiscité par le ministère. C'est à la fois le livre de compétences et le livre d'accueil aux familles. Donc voilà ce que nous avons mis en place au niveau des écoles de rugby pour, si vous voulez, faire progresser les joueurs et suivre vraiment leur évolution. Ensuite, la formation, comme je vous le disais, des écoles de rugby, on passe au pôle. Donc nous avons en France, au niveau de la Fédération française de rugby à 13, 3 pôles. Nous avons 2 pôles espoirs, un à Salon de Provence et un à Carcassonne, et un pôle France à Toulouse.
Ça va nous permettre, en parlant des pôles, de faire le lien, comme je sais que ça vous tient à cœur, avec les équipes de France. Les 3 pôles réunissent environ 100 joueurs. Là encore, nous sommes fiers de la qualité de la formation enseignée dans ces structures, puisque la majorité des joueurs français, bien sûr, évoluant au Dragon, au Théo et en équipe de France, sont issus de ces pôles. Dernièrement, nos résultats internationaux sont éloquents, puisque grâce à cette formation et au système de sélection que nous avons mis en place avec Mathieu Kedimi pour les équipes de France, nos U17 ont brillamment battu à 2 reprises l'Académie anglaise en juillet dernier. Nos U19 sont champions d'Europe en titre après avoir battu en finale l'Angleterre au mois d'août dernier à Belgrade. Notre équipe de France A est devenue championne d'Europe en réalisant le Grand Chelem à l'automne dernier, sans oublier notre équipe de 13 fauteuils qui a été sacrée championne du monde en 2017. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est un carton plein. Jamais la Fédération française de rugby à 13 n'a affiché par le passé de tels résultats. Donc, au-delà de la formation, il y a aussi, je vous l'évoquais précédemment, la méthode de sélection. Donc, qu'est-ce que nous avons mis en place qui nous permet, si vous voulez, d'étalonner le joueur et de bâtir au mieux nos équipes de France pour pouvoir se comporter comme elles l'ont fait aussi brillamment ces derniers mois. Alors nous avons mis en place, avec l'aide des ligues, l'appui des ligues et des comités, une coupe des provinces qui fait s'affronter chaque année 4 provinces. Les Catalans, les Provençaux, c'est la ligue Aura PACA, les Occitans et les Cathares. Occitan étant Midi-Pyrénées et Qatar étant les Audois. Ces matchs permettent d'étalonner 100 joueuses, 100 joueurs. Je croyais que ça avait coupé. Donc, non, vous êtes toujours là. Voilà. Nous sommes là. Vous êtes super, d'étalonner 100 joueurs. Une fois que cette coupe des provinces a été jouée, sont retenus les 100 joueurs, les 50 meilleurs. Les 50 meilleurs vont former les 2 sélections des provinces des origines, France-Est contre France-Ouest. Et ce dernier match permettra aux sélectionneurs de retenir les 25 meilleurs pour former les équipes de France. À noter que nous appliquons ce modèle de sélection pour nos meilleurs joueurs à partir de la catégorie U17, U19, féminine, fauteuil et élite homme. Voilà un petit peu, par rapport à votre question, le point que je pouvais vous faire par rapport à la formation, son lien avec les pôles France et le haut niveau des résultats de l'équipe de France. D'accord. Oui, donc, alors, après, à combien estimez-vous d'années pour que... on sait bien que la formation, quand on sème les grains, il faut attendre... par exemple, dans les écoles de rugby, il faut, pour qu'un gamin qui démarre au premier pas, il arrive un jour au plus haut niveau. Donc, ces mesures dont vous avez parlé, dans tous les cas pour les plus jeunes, pas pour les pôles, mais pour les plus jeunes, vous pensez qu'elles porteront leurs fruits dans quand même... combien d'années, un délai de... Mais elles ont déjà porté leurs fruits. Je vous ai expliqué que... que nous étions champions de... On peut considérer qu'on est champion d'Europe à U17 parce qu'on a battu l'Académie britannique, les meilleurs Anglais. Il n'y a pas mieux en Europe que les Anglais. Mais maintenant, si, il y a mieux, c'est les Français. On a battu les Anglais, on a battu les Anglais en U19, on est champion d'Europe aussi. Donc, ça y est, ça porte ses fruits déjà. C'est à un moment donné, au niveau de France A, où quand même on voit l'écart se réduire, parce que quand je suis arrivé à la fédération, le dernier match de l'équipe de France contre l'Angleterre, l'équipe de France avait perdu par 84-4. On les a rencontrés ensuite à Avignon, on a perdu 52, je crois, à 4 ou à 6. Ensuite, on les a rencontrés à Perth, en Australie, en Coupe du Monde. Et là, si vous voulez, on a perdu 36-6, mais à compter, on a loupé complètement notre début de match, mais de la 9e à la 80e minute, le score c'était 18-6. On les a joués au mois d'octobre en Angleterre, toujours pour France A. Là, on a pareil 36-6 et en deuxième mi-temps, on a fait jouer égal. Donc l'écart est en train de se resserrer. Tout ça, ça paye. Alors bien sûr que si vous me parlez des premiers pas, je ne suis pas capable de vous dire moi quand est-ce qu'il sera performant, dans 15 ans peut-être. Mais il y a toutes les catégories qui suivent. Je comprends pas bien votre question.
Non, je disais, ma question c'est de porter sur le fait, cette politique de formation au plus bas niveau, je dirais, hein, dans les écoles de rugby. Au plus jeune âge, oui. Voilà, au plus jeune âge, bon, vous pensez que massivement elle va porter ses fruits. Bon, je me doute, bon, c'est pour ça il faut quand même pratiquement une décennie, quoi, je dirais, même si, bon... Tout ce que je peux vous dire, parce que là on spécule sur qu'est-ce que va devenir un premier pas dans 20 ans, c'est difficile de répondre à ça, pour pas dire impossible. Oui, non, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui les résultats sont là, donc ça veut dire que notre formation paie, et en plus cette formation, elle n'était pas aussi optimum qu'elle l'est aujourd'hui. Puisque maintenant on a vraiment une belle formation au niveau de nos entraîneurs et de nos éducateurs. Ils sont dotés d'outils qu'ils n'avaient pas par le passé. Je pense notamment au niveau de compétences, je pense au livret d'accueil des familles qui assure le suivi des enfants en changeant de catégorie pour permettre aux éducateurs de les faire progresser et travailler en personnalisant leur travail. Ils vont faire travailler davantage la passe à un enfant qui n'a pas encore acquis, puisque ce livret suit les gestes de base de notre sport avec acquis, non acquis ou en cours d'acquisition. Voilà, donc grâce à ça, déjà aujourd'hui on a une formation qui fait ses preuves. Demain, avec tout ce qu'on a mis en place, j'espère que ça va être encore plus fort. Maintenant, bien évidemment, il n'y a que le temps qui nous le dira, quoi. Bien, on va changer de sujet parce que le temps passe vite, Marc Phalanc, et donc on a quand même... Alors, vous avez abordé, là, tout à l'heure, vous avez parlé également, justement, ça faisait partie de la formation, du travail en commun que vous faisiez avec dans ce cadre-là, avec les ligues et les comités. Est-ce que vous pourriez nous dire, nous donner quelques éléments sur les conventions d'objectifs qui ont été mises en place ou qui sont en train d'être mises en place avec ces ligues et ces comités, les contenus, les objectifs, etc. Bon, alors oui, alors elles ne sont pas en train d'être mises en place, elles ont été mises en place cette saison. On a, si vous voulez, recentré tout l'effort des ligues et comités sur le terrain, plutôt que sur du travail administratif concernant du suivi ou des validations de licence. Ça, c'est la fédération qui l'assume, cette partie administrative, de manière à ce que les ligues et les comités puissent se consacrer complètement donc au développement de notre sport sur le terrain. Alors, l'idée m'est venue comment si vous voulez, aujourd'hui, sans l'aide de l'État et la subvention qu'il nous accorde, cette subvention, elle est accordée, mais elle n'est pas accordée sans condition, on signe une convention où la fédération s'engage vis-à-vis du ministère des Sports à mener telle et telle action en faveur du sport féminin, du sport handicapé, de la formation des enfants, enfin, donc et tout ça c'est valorisé et donne un montant de subvention. Donc ce qui m'avait le plus surpris quand j'ai été élu président et une fois que j'ai petit à petit au fil des dossiers eu le temps de m'en occuper, c'est de constater que cette convention d'objectifs que la fédération avait son ministère de tutelle n'avait jamais fait l'objet de déclinaison avec des entités décentralisées que sont les ligues pour les régions et les comités pour les départements. Ce qui est un non-sens parce que la fédération seule ne peut pas tout faire. Elle a besoin de s'appuyer. C'est pour ça qu'il y a des ligues et qu'il y a des comités. Donc cette année, nous avons mis en place des conventions d'objectifs rémunérées, c'est-à-dire qu'on aide financièrement les ligues et les comités en mettant en fonction, si vous voulez, d'une réalité territoriale. C'est sûr qu'on ne va pas demander les mêmes choses dans l'Hérault, où le rugby à 13 n'est pas très développé. On va pas avoir le même niveau d'exigence dans l'Hérault donc que dans l'Aude par exemple, où le rugby à 13 est très développé. Voilà, donc on adapte en fonction de la réalité territoriale, on met des objectifs en place, et ces objectifs, on rémunère donc, on aide financièrement pour qu'ils puissent être atteints. Chaque ligue et comité donc est reçu en début de saison et on fixe ensemble de façon collégiale les objectifs qu'on se donne. Et ensuite, chaque mois, il nous faut un rapport d'activité pour qu'on puisse voir si
ça avance, s'il y a des endroits où on est en difficulté, et en fonction de quoi, la direction technique nationale vient en soutien pour aider, comprendre les situations, ou se féliciter, évidemment, quand il y a des réussites. Donc, l'idée de ça, c'est de repartir en conquête, de recréer, si vous voulez, un lien fort entre le milieu scolaire et le rugby à 13, mais de mettre aussi en place, grâce à la formation, donc je vous ai parlé tout à l'heure, au niveau de notre Institut national de formation, dans la formation que nous donnons à nos éducateurs et à nos entraîneurs, il y a notamment des nouvelles activités qui sont en train de créer, comme le Baby 13. Nous allons accueillir les enfants à partir de 3 ans et demi dans les clubs. Mais pour ça, il faut savoir quoi faire avec des petits, des bouts de chou comme ça. On peut pas. C'est la découverte du rugby à 13, c'est pas du rugby à 13. On a aussi une catégorie qui s'appelle Fit 13, qui s'adresse justement à ses parents, qui vont accompagner ses petits enfants. Et plus ils sont petits, et plus les parents restent au bord du terrain parce qu'ils sont soucieux de voir comment va se comporter leur petite progéniture. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle Vita 13, qui s'adresse à nos anciens. Et à ce titre, il me semble important de vous préciser que le rugby à 13 est le seul sport collectif en France qui, par arrêté ministériel, a été reconnu comme sport pouvant être prescrit sur ordonnance. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ça va vous surprendre ce que je vais vous dire, mais un médecin peut vous marquer des séances de rugby à 13 et vous êtes remboursé par la sécurité sociale. Ah bon ? Voilà. On est le seul sport collectif. Vous voyez, souvent on se dénigre, mais on a plein de choses à notre faveur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pour et vous allez me dire, mais quel intérêt? L'intérêt, quand on est une fédération nationale, c'est de pouvoir être sur tous les fronts, être sur la formation, la compétition, mais aussi au niveau social. Créer du lien, être un lien entre les différentes populations, les différentes couches sociales. Donc, cette discipline Vita 13 qui s'adresse à nos anciens est là pour prévenir, si vous voulez, des risques de chute, parce que vous voyez le pas du tenu. Quand on fait un tenu, vous savez bien qu'on fait un pas en avant. C'est ce qu'on appelle le pas de latence qui permet, quand quelqu'un trébuche, de se récupérer. Donc, ça a été reconnu comme tel, et donc le rugby à 13 peut aujourd'hui, en plus contre rémunération, aussi faire avoir une démarche dans les maisons de retraite contre l'obésité, contre la sédentarité, justement pour prévenir des risques de chute. Et ça fait de notre sport un sport qui prend sa place à tous les niveaux. Et en tant que président, ça me paraît être très important. En tout cas, je peux vous dire que ça l'est au niveau du ministère et qu'on a vraiment besoin de notre ministère de tutelle pour pouvoir avancer. Et sachez également que cette activité de Vita 13 a été plébiscitée au Sénat. Voilà ces conventions d'objectifs, à quoi elles servent. Donc, on demande à nos ligues et comités, dans lesquels on recrute des ATD, des agents territoriaux de développement, qui sont là pour, comme je vous disais, recréer du lien avec les écoles, avec le scolaire et notre sport, créer des clubs, repartir en conquête au niveau du recrutement de nouveaux licenciés. L'idée, c'est de se développer, d'implanter toujours plus le rugby à 13 dans nos régions, mais aussi dans les régions où il démarre, quoi. Même si une région n'est pas une région très forte en rugby à 13, mais s'il y a un vrai projet, eh bien on va investir sur un ATD pour aller chercher ce développement-là. Très bien, bon, on va changer de sujet. Je sais que vous avez des obligations tout à l'heure. Oui. Donc, mais c'est encore quand même une petite demi-heure au pire, s'il fallait. Bon, mais ça va, on va parce qu'on a quand même pas mal de sujets à évoquer encore avec vous. Alors après, il y a des questions peut-être qui sont, pour qui nécessiteront des réponses de votre part, de développement moins importants, mais on verra. Donc là, je voulais, le sujet suivant, c'était, vous avez évoqué tout à l'heure le fameux week-end
du match des Dragons à Barcelone contre Wigan. Et alors je voulais justement évoquer d'une façon plus large comment sont les relations entre la Fédération française et ces deux clubs qui évoluent à l'étranger, en Angleterre, les Dragons et le Théo. Et puis, en même temps, est-ce qu'il n'y a pas parfois des oppositions d'intérêts, alors en particulier entre la Fédération et les Dragons on peut parfois, bon, alors ça peut-être c'était dans le passé, mais on a vu des fois pour l'équipe de France, etc., que parfois il y avait peut-être quelques tiraillements. Qu'est-ce qu'il en est? Et vous avez vu des tiraillements et ça où? Au moment bon, moi je j'évoquais pas cette année, mais j'évoquais par exemple la saison passée où on a vu des joueurs des Dragons décliner la sélection, etc. Donc voilà, donc je me posais des questions, cette question est-ce qu'il y a ou pas s'il n'y a pas d'opposition d'intérêt entre les deux, les entités professionnelles, on va dire d'un côté, la fédération, tant mieux. Non, mais je suis quand même un peu surpris de ce que vous dites, parce qu'il n'y a pas eu de déclinaison de sélection de joueurs de Dragons. Il y a des joueurs de Dragons qui, à un moment donné, ont décidé de mettre un terme à la carrière internationale, et ça se respecte. Quand Rémi Casti, me dit Marc, voilà, bon, moi, je suis usé, je ne peux plus mener de front la fin de ma carrière et l'équipe de France, mais il y a des choses qui s'entendent, quoi. Mais après, alors, déjà, ces réseaux sociaux, c'est une calamité. Il se dit tellement de tout et de n'importe quoi là-dessus. Moi, si vous voulez, j'entretiens avec les deux présidents d'excellentes relations, que ce soit Bernard Sarrazin ou Bernard Gouache. J'étais samedi dernier avec Bernard Sarrazin à Toulouse, on a mangé ensemble. J'ai assisté donc au match suivant et la défaite est un petit peu juste, mais la victoire, pardon, un petit peu juste, mais victoire quand même du Théo. Avant cela, j'étais invité par Bernard Gouache au Dragon catalan contre Warrington. Donc non, nous parlons beaucoup, nous entretenons des relations cordiales. Alors, c'est clair qu'à des moments, bien évidemment, et c'est normal ça, il peut y avoir des intérêts qui sont pas convergents, quoi, par rapport à l'équipe de France ou par rapport à un moment donné, mes formes de joueurs ou problèmes de résultats du club pro, de mise à disposition par rapport aussi au repos dont ont besoin des joueurs qui jouent à ce niveau-là. On peut l'entendre, mais on trouve des solutions. En tout cas, l'idée, elle est de chercher les solutions et de garder du bien pour pouvoir répondre aux besoins du rugby à 13 français et de l'équipe de France. D'ailleurs, à ce titre, il faut que vous sachiez qu'il y a certes les relations entre les présidents qui doivent être conviviales et productives, mais il y a aussi les relations entre les entraîneurs. Parce qu'après, il y a quand même le suivi des joueurs, les échanges qu'ils doivent avoir entre eux pour savoir connaître les méformes ou la problématique passagère de tel ou tel joueur. Et Aurélien Colony, notre sélectionneur national, entretient avec tous les entraîneurs, mais quand je dis tous les entraîneurs, j'intègre aussi les entraîneurs d'élite 1, parce que moi, mon élite 1, elle est très importante à mes yeux. Et l'équipe de France, elle ne passe pas que par les Dragons et que par le Théo. Elle passe aussi par les joueurs d'élite 1. Et j'y tiens. Et donc, Aurélien Colony entretient avec tous les entraîneurs, que ce soit avec McNamara, Sylvain Roulès, ou tous les entraîneurs d'élite 1, d'excellentes relations, pour justement pouvoir trouver des solutions aux problématiques qui peuvent être posées à des moments qui peuvent ne pas être convergentes entre les intérêts des uns et des autres. Mais ça, c'est dans tous les sports, ça. C'est pas lié au rugby à 13. Dans tous les sports, à un moment donné, voilà, quoi. Il y a des matchs d'équipe de France, il y a des temps de repos qui sont demandés par les équipes pro pour leurs joueurs. Bon, voilà, on trouve des compromis, et l'idée, c'est de travailler et d'avancer ensemble. Oui, on peut s'entendre bien. Moi, je ne cherche pas des problèmes là où il n'y en a pas. Justement, j'essaie de oui, je comprends, pour que vous puissiez rectifier éventuellement ou
corriger des propos ou expliquer tout simplement ce qu'il en est, quoi. Voilà. Oui. Non, mais pour vous dire, donc, comme vous me disiez que bon, on pouvait entendre ci et là ou autre, et que des joueurs avaient décliné en sélection, non, les joueurs déclinent en sélection. Moi aussi, j'avais ressenti. Vous savez, il y a des règlements internationaux. Si un joueur qui décline en sélection, il est suspendu, quoi. Et puis on n'est pas dans ce cadre de relation-là, quoi. On écoute les joueurs aussi. Un joueur qui vous dit, moi je suis pelé, moi personnellement je sais de quoi je parle. Hein. J'ai joué 14 ans en première division et mon corps, je sais dans quel état il est, donc ça laisse des traces. Quand un joueur vous dit, c'est sûr que si vous n'avez pas joué au niveau, c'est difficile à comprendre. Mais un joueur vous dit que je suis pelé, je peux plus mener de front une carrière internationale, une carrière professionnelle, une carrière professionnelle, ben ça s'entend, quoi. Je veux dire, voilà, c'est mais c'est pas une déclinaison de sélection, c'est un arrêt de carrière internationale. Bon, maintenant, on a bien noté là, donc que les relations sont au beau fixe, donc puis de toute façon, on a vu que la fédération... Elles sont saines. On n'est pas dans un monde de bisounours, on ne peut pas dire beau fixe, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais les relations sont saines, franches et cordiales. Et puis on a vu que la fédération a protégé et c'est une très bonne chose, le fameux match à Barcelone, au Nou Camp, donc voilà, donc ça c'est un exemple de bonnes relations. Mais c'est un exemple de bonnes relations, mais également de respect, parce que ce que les Dragons catalans ont réussi quand même à ramener la Coupe d'Angleterre, c'est pas rien, et là il y a un événement majeur en plus à Barcelone. Donc, vous comprenez bien que moi qui peux me plaindre que en tant que président de la fédération, que lors des événements nationaux, les stades ne soient pas bien remplis, je vais justement, j'ai tout mis en œuvre pour que justement la fédération puisse à son niveau tout mettre en œuvre pour que le Nou Camp soit le plus copieusement garni en annulant bien évidemment tout match de sélection, tout match de compétition ce jour-là. Mais c'est une très très bonne chose et espérons que le Nou Camp sera au maximum. Alors on va continuer. Vous, tout à l'heure vous avez c'est vrai que sur les réseaux sociaux on voit un peu de tout, mais il y a 10 ou 15 jours nous sommes tombés sur une information qui nous apprenait qu'il y avait un problème à Nanterre entre le club de Nanterre, le club local, et la mairie de Nanterre, puisque celle-ci interdirait de stade le club de rugby à 13. Donc est-ce qu'au niveau de la fédération vous avez été informé de cette situation et quelle a été votre action, votre réaction? Alors moi j'ai été comme vous, et d'ailleurs je le regrette un peu, même beaucoup. J'ai découvert ça dans les réseaux sociaux. Donc dès que j'ai découvert ça, j'ai bien évidemment écrit à la mairie de Nanterre. À date, je n'ai toujours pas de réponse. J'ai écrit il y a 10 jours. J'ai aussi écrit au club et j'ai téléphoné donc à son trésorier, Monsieur Osmond, pour lui dire que je regrettais vraiment qu'il ait préféré, qu'il ait privilégié les réseaux sociaux pour communiquer sur ce problème, plutôt que d'avertir d'abord sa fédération. Il y avait eu un problème dans une autre mairie sur Paris. Le club nous avait écrit. On a immédiatement contacté la mairie. On a trouvé des solutions. Les choses se sont arrangées. Là, le club de Monsieur Osmond a souhaité privilégier les réseaux sociaux. C'est jamais une bonne chose. Donc en plus, je pense que la communication qui a été faite est maladroite, parce que comme la phrase est tournée, et comme vous avez pu voir les réactions sur les réseaux sociaux, ça a rappelé d'affreux souvenirs de l'histoire du rugby à 13. Parce que je ne pense pas que la mairie de Nanterre, au siècle où nous vivons, puisse interdire la pratique d'un sport. Et dire que la pratique du rugby à 13 est interdite. Donc je pense qu'il y a un problème d'allocation de terrain pour permettre au club Nanterre, qui a 18 licences loisirs et 3 dirigeants, de
de pouvoir avoir un lieu pour pouvoir pratiquer le rugby. Donc je pense que là, il aurait été préférable, sincèrement, qu'on soit informé, la fédération, que moi, en tant que président, j'appelle la mairie de Nanterre, et puis qu'on trouve une solution. Là, maintenant, je ne vous cache pas que je ne suis pas des plus optimistes, parce que ça fait un tel foin sur les réseaux sociaux, ça a tellement été interprété de travers, parce que ça avait été tellement mal exprimé, que voilà, qu'est-ce qui va être possible de faire, je ne sais pas. Toujours est-il que à date, je n'ai toujours pas de réponse. Donc, on en a parlé à un bureau fédéral mercredi. Je vais la semaine prochaine envoyer un courrier recommandé. Puisque concernant Nanterre, j'ai suivi donc les procédures comme ont indiqué les personnes d'accueil de la mairie, où ils m'ont dit qu'il fallait aller au bas de la page du site, cliquer sur la personne donc qui est responsable de ce sujet et lui envoyer un mail. Donc nous avons fait ça, nous n'avons pas de réponse. Donc la semaine prochaine, je vais écrire un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception. Mais je vous le dis, je suis très pessimiste. Alors, on va évoquer un autre problème. Alors là, on est tout simplement dans les problèmes un peu plus particuliers, mais bon, c'est vrai qu'il y a maintenant quelques semaines, il y a eu une polémique qui a été au sujet du recrutement, de la tentative d'un recrutement par un club d'élite 1 d'un joueur qui avait été un joueur du rugby à 15, qui avait été suspendu pour contrôle antidopage positif. Donc la licence n'a pas été accordée, si je ne me trompe pas, par la commission ad hoc de la fédération. Mais donc à ma connaissance, vous êtes pas trop, j'ai pas lu de réaction de votre part dans la presse, donc je voulais profiter de l'occasion pour vous demander si vous souhaitez réagir un peu à ce début de polémique qu'il y a eu sur ce transfert non accepté. Ben oui, enfin bon, c'est vrai que je me suis pas exprimé sur le sujet. Je vous cache pas avoir été très étonné par l'ampleur que M. Moreno a donné à cette affaire. M. Moreno, qui est donc un dirigeant de Limoux 13, qui n'est pas le président, puisque les présidents c'est M. Lonas et M. Coronas et M. Pêche. À un tel point que je me suis demandé, et je vous dirais même jusqu'à aujourd'hui, si je devais répondre ou pas à ces propos. Mais c'est vrai que devant tout ce qui a pu être dit, il me semble important de faire aujourd'hui une petite mise au point. Donc le club de Limoux décide de recruter un joueur suspendu à 15 pour dopage, et ceci sans me poser la question à la fédération, alors qu'il faut savoir que M. Moreno, au moment où est demandée cette validation de licence, fait partie intégrante du comité directeur de la fédération. Ce qui n'est plus puisqu'il a démissionné depuis. Donc il lui était facile, avant de se lancer dans pareille aventure, de prendre l'information, de savoir si cela serait possible ou pas. Donc la fédération elle a été mise devant le fait accompli, mais malgré ça, on a soigneusement étudié le dossier. Donc M. Moreno a dit qu'il n'y avait eu aucun dialogue possible à la fédération. Je suis obligé de dire que c'est inexact. Il s'est entretenu longuement par téléphone avec le vice-président Mathieu Kedini. J'ai personnellement échangé avec lui 4 longs SMS. Et les SMS, c'est pas comme les paroles, puisqu'elles s'envolent, mais les écrits, ils restent, où je lui fais part, au travers de mes 2 réponses, tous les problèmes que posait sa demande. Je lui ai ensuite organisé un rendez-vous téléphonique avec le président du département médical de la fédération, Xavier Fabre, pour qu'il puisse lui communiquer les éléments du dossier concernant José Lima. Nous avons ensuite contacté M. Florent Laja, responsable juridique de la Fédération française de rugby à 15, pour avoir confirmation de cette suspension, ce qu'il a fait par mail, nous conseillant de nous rapprocher de l'AFLD, donc l'Agence française de lutte contre le dopage, pour vérifier s'il y avait une procédure en cours qui étendrait cette suspension, comme ça se fait régulièrement, à d'autres sports. Imaginez qu'on qualifie José Lima et que dans la semaine, l'AFLD vous dise non, il est suspendu à 13 au football américain. On aurait eu l'air de quoi? Donc, on a appelé l'AFLD. Qui nous a indiqué ne pas pouvoir répondre à notre question sur cette fameuse question de l'extension possible de la suspension à d'autres fédés. Quand mes services m'ont indiqué cela, j'ai pas accepté cette réponse parce qu'elle nous avançait pas beaucoup. Donc j'ai demandé à mes services de les rappeler.
Alors nous leur avons une nouvelle fois fait part de notre embarras. Là, ils nous ont conseillé par téléphone de vérifier si nous avions dans nos règlements généraux un article qui nous permettrait de ne pas donner suite et si besoin de consulter nos règlements internationaux. Bon, vous imaginez, derrière ça, le message subliminal qu'il y a, quoi. Hein. C'est-à-dire, nous, grosso modo, on vous préconise de ne pas donner suite. Il y a ensuite, si vous voulez, notre position par rapport au ministère des Sports. Dans notre subvention d'État, nous recevons une partie financière justement pour assurer le suivi médical qui implique la lutte contre le dopage. Comment, à partir de là, valider une licence d'un joueur suspendu? Quel signe notre fédération aurait montré à son ministère de tutelle? Conscient de tous ces problèmes et à l'analyse de tout du dossier tel que je viens de vous le décrire de façon résumée, le bureau exécutif de la fédération a pris à l'unanimité la décision de ne pas valider la licence de M. Lima. Une fois que nous avons annoncé cette nouvelle, donc nous l'avons d'abord annoncé au club, bien évidemment, on a respecté les choses pour que personne ne se sente floué. La réaction de M. Moreno et surtout les propos qu'il a tenus suite à cette décision, que ce soit dans la presse ou même sur web ou de TV, nous ont choqués. Premier point, et contrairement à ce qui avait été dit, il y a bien eu des échanges entre M. Moreno et la fédération, comme je vous l'ai expliqué. Ensuite, il indique par exemple que le rugby à 13 a toujours manqué les bonnes opportunités qui s'offraient à lui. Excusez-moi, mais sans manquer de respect à la valeur du joueur José Lima, je trouve affligeant que M. Moreno puisse penser que l'avenir du rugby à 13 puisse passer par la validation d'une licence d'un joueur de Pro D2 qui devait rester dans notre fédération uniquement jusqu'à la fin de la saison, avec pour objectif de se maintenir en forme pour reprendre avec son club de l'USC 15 dès la saison prochaine. Si la fédération française tient à ça, nous avons en effet beaucoup de soucis à nous faire. M. Moreno indique ensuite que s'il fallait parler éthique, sous-entendu dopage, il n'y a pas grand monde qui jouera à 13. Je me demande si M. Moreno se rend compte de la gravité de ses propos. J'imagine, du moins j'ose espérer, que ces mots ont dépassé sa pensée, car rendez-vous compte le discrédit qu'il fait rejaillir sur tous les clubs d'élite 1. Ces propos sont d'une gravité extrême et pourraient laisser à penser à la FLD que nous sommes un sport corrompu. Toujours dans son intervention TV, il me demande ensuite, personnellement, de le suspendre de toute activité liée au rugby à 13. Là encore, permettez-moi de ne pas comprendre, je pense que si Laurent Moreno, qui se déclare très usé psychologiquement, souhaite arrêter de s'investir dans le rugby à 13, il peut très bien en prendre seul la décision. Donc sincèrement, je ne comprends pas ce psychodrame et l'ampleur donnée à cette affaire par Laurent Moreno. J'ai fait communiquer par une connaissance commune mon numéro de téléphone personnel à José Lima, au cas où il souhaiterait échanger avec moi sur ce sujet. Vous voyez, je ne suis pas sûr qu'un autre président, par exemple Bernard Laporte, aurait fait de même avec un joueur de notre championnat d'élite 2. Ben moi je l'ai fait parce que il se disait tellement de choses que je me suis dit peut-être ce joueur il a besoin d'explications. Donc il se trouve que José m'a contacté et donc je lui ai expliqué la position de notre fédération et qu'à l'étude de son dossier nous avons bien compris que ce n'est pas un joueur qui a triché. José Lima n'a pas pris de substance, on va dire qu'on peut qualifier de honteuse. Il a simplement suivi un traitement pour un problème passager qu'il avait. Le problème, c'est qu'il a été victime d'une erreur médicale puisqu'il lui a été permis de jouer alors qu'il suivait un traitement avec des produits listés. Et c'est comme ça qu'il s'est fait choper. Il s'est fait choper par rapport à un traitement médical, pas par rapport à une tricherie en prenant une substance, on va dire, honteuse, quoi. Donc, on s'est expliqué tous les deux. Il a très bien compris. Il m'a indiqué que ce qu'il avait induit en erreur, lui, c'est que son recrutement avait été diffusé sur le site fédéral. Et comme je lui ai expliqué, je lui ai indiqué que le site fédéral était là pour relier les informations données par le club, sans aucune censure, mais que cela n'impliquait en rien un accord de la fédération. Il a
enfin, on a échangé comme ça pendant un petit moment, et au final, il m'a expliqué qu'il avait très bien compris mes explications. Notre entretien a été très cordial, au point que je lui ai même indiqué que s'il souhaitait s'essayer à 13 de la saison prochaine, nous lui validerions sa licence avec plaisir. Donc écoutez, voilà, je regrette vraiment l'ampleur qui a été donnée cette affaire quand j'entends que la fédération a humilié le club de Limoux 13. Limoux 13, j'y ai passé 2 saisons moi en tant que joueur. Je sais de quoi je parle. J'ai passé après mes premiers pas Saint-Jacques 13, j'ai passé ma première saison et ma dernière saison. C'est un club avec lequel je n'ai rien gagné. Par contre, sur le plan humain, c'est la plus belle des expériences que j'ai eues. Tellement les gens là-bas se sont toujours montrés pour moi, avec moi et avec tous les joueurs, quoi. Toujours très très convivial, très chaleureux. J'ai eu 2 présidents extraordinaires, Hervé Guiraud et François Glaise. Un club de supporters à la tête duquel il y a Manou qui, quand vous la voyez, elle vous embrasse, elle est tout le temps gentille, attentionnée, impliquée. Enfin, les propos qui ont été tenus, vraiment, c'est triste, quoi. Il n'y a pas à se sentir humilié. Il y a eu une erreur. Cette erreur, c'est le monsieur Laurent Moreno qui l'a commise. Il aurait dû, avant de se lancer dans pareille aventure, vérifier, surtout en tant que membre du comité directeur, il était bien placé, de savoir si ça pouvait poser problème. Or, aujourd'hui, nous avons un rôle et une obligation importante vis-à-vis de notre ministère de tutelle. Déjà, moi, personnellement, en tant que joueur, je ne me suis jamais dopé et je ne supporte pas les gens qui trichent. Donc, quand je me suis affiché contre ça, il n'est pas question, José Lima, on l'a dit, c'est pas un tricheur. Mais à partir du moment où vous affirmez contre le dopage, vous ne pouvez pas derrière décemment recruter un joueur qui est dopé, quelle qu'en soit la raison. Surtout quand vous prenez un engagement vis-à-vis du ministère. Donc je ne comprends pas que M. Moreno, qui pourtant faisait partie du comité directeur, n'ait pas tenu compte de ça et qu'il n'ait vu que sa volonté personnelle. Donc je pense qu'il s'était beaucoup engagé vis-à-vis de José Lima et qu'à la sortie, comme ça s'est pas fait, il s'en est pris vertement et ouvertement à la fédération. En tout cas, je regrette que mon sport puisse donner de tels exemples. Donc, acte, voilà. Alors, nous, on va passer, il nous reste 2 petits points à aborder, mais pas petits, mais on va... Alors, par rapport à la visibilité du 13 à la télé, on change chaque fois de sujet, mais... Excusez-moi de passer du coq à l'âne, je dirais presque. C'est pas grave, je vous suis. Mais bon, voilà. On sait que les Dragons catalans passent régulièrement et c'est une excellente chose sur Beansport. Le Théo également, depuis saison dernière, il passe ponctuellement, mais on a pu le voir. Donc, du côté, la saison dernière, du côté du championnat de la saison élite, vous aviez créé une web TV qui avait permis de voir pas mal de matchs. Hein. Cette année, vous avez abandonné ce style, mais vous l'avez remplacé par une autre option. Alors, quelle est-elle? Alors, je comprends que vous puissiez vous poser la question. C'est vrai que dès que je suis arrivé à la fédération, j'avais réussi à déverrouiller certaines choses, puisqu'on est passé quand même 2 matchs avec la chaîne L'Équipe et un match avec France Télévisions. Les scores d'audience ont été plus que corrects. Pour autant, derrière, ça s'est refermé. Sans comprendre pourquoi. Parce qu'en plus, il faut que le public qui nous écoute sache que quand la Fédération française de rugby à 13 est passée sur ces chaînes-là, elle a payé la production. Du moins en partie. Donc, voilà, il faut savoir que pour nous, c'est pas cadeau. Mais que même en payant, pour l'instant, ces opportunités-là se sont refermées. Savoir pourquoi, c'est difficile, surtout quand l'audience est là. Donc, devant cette situation, et plutôt que de déposer les armes, l'année dernière, comme vous l'avez dit, nous avons créé FFR 13 TV pour relier tous les matchs d'élite 1, mais pas que, puisqu'on a aussi relié toutes les finales après, et des matchs de féminines, de fauteuil, ainsi de suite, et pour promouvoir notre sport dans sa totalité. Bon, ça a posé quand même beaucoup de problèmes.
notamment au niveau organisationnel. Nos stades ne sont toujours pas assez bien équipés, et puis parfois de disponibilité pour des commentateurs ou autres, mais ça a été très compliqué à mener. Donc nous avons cherché avec Enrique Valverde, donc notre responsable de la communication, une autre piste. Et donc là nous avons nous sommes en train, même c'est plus avancé que ça, et nous avons des engagements de Via Occitanie. Donc Via Occitanie qui est une TNT qui peut diffuser sur 19 TNT en France plus les dom-toms. Donc ça fait quand même du bruit, quoi. Et donc toutes nos finales cette année, nos 7 finales, qu'elles soient donc 19 élites pour la Coupe de France, finale du championnat de France des féminines, finale du challenge Ilière d'élite 2, qui est la Coupe de France, on va dire, d'élite 2, le championnat de France fauteuil, ainsi que les championnats de France U19 élite seront retransmis sur Via Occitanie. Oui, la saison passée, déjà, je crois, en fin de saison, vous aviez commencé... Voilà, on avait commencé à faire un bout d'essai ensemble. C'est exact. Donc voilà pour le problème TV que vous évoquiez. J'ai pas grand chose de plus à vous ajouter, sincèrement. On réfléchit quand même. Jean Brun, donc le responsable de l'Occitanie, de voir d'autres idées aussi, voir si on pourrait pas faire un magazine mensuel. Enfin, voilà, il y a plusieurs choses qui sont à l'étude, mais de toute façon, je me bats comme un beau diable pour pouvoir médiatiser autant que faire se peut notre sport. C'est quelquefois, voire souvent, dans une certaine adversité, mais on trouve des solutions, la preuve en est. Allez, dernier point pour ma part, c'est le que je voulais évoquer, c'est le centre d'entraînement que vous sur lequel vous avez lancé plus que le projet, je crois, ou la réalisation, mais vous allez vous dire, c'est un centre d'entraînement qui serait construit dans le territoire de l'agglo carcassonnaise. Donc, où en est-on, s'il vous plaît? Bon, il n'y a rien qui vous échappe, hein. Donc, le Centre national d'entraînement, c'est un projet, oui, que j'ai eu dès le début de ma mandature. Donc, comme tout projet, il se fera ou il se fera pas. Quand je l'ai lancé, comme vous le savez, c'était alors que nous avions donc les caisses plus que vides. Là, les choses vont beaucoup mieux. Donc, j'ai bien fait de le lancer même à ce moment-là, parce que un projet comme ça, ça prend des mois et des années. Donc aujourd'hui, où on en est? Déjà, ce qui a permis de pouvoir continuer à réfléchir sur cette possibilité-là, c'est d'avoir une possibilité d'avoir un terrain d'une certaine façon mis à disposition. Ça a été le cas sur la mairie d'Alzone. Et sincèrement, je profite de mon passage sur votre antenne pour remercier vivement Régis Banquet, le maire d'Alzone, qui a vraiment soutenu tout de suite le projet et qui a tout fait pour faciliter les choses et rendre donc, on va dire, la réflexion qui a permis de pouvoir continuer à la réflexion de ce projet. Ensuite, si vous voulez, il fallait trouver un architecte. Un architecte, il ne travaillait pas gratuitement. Or, nous n'avions pas d'argent à investir pour pouvoir se payer un architecte. Donc, j'ai par le biais de mes relations, trouvé donc un architecte compétent, c'est un architecte de Paris qui a réalisé le centre d'entraînement du club de foot de la Navan-Guingamp, donc qui a un vrai savoir-faire en la matière, qui a accepté le deal de réaliser tous les plans et les chiffrages et de n'être rémunéré que si le projet se ferait. Donc ça, c'était les 2 clés d'entrée pour pouvoir continuer à travailler. Donc elles ont été trouvées. Aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de visites. J'ai visité les installations du club de 15 de Lyon, du Loup, à 2 reprises. J'ai visité aussi celle d'Aix-en-Provence, parce que ce sont des projets qui ont été réalisés par le groupe GL Event.
donc pour voir les qualités de fabrication. Nous avons aujourd'hui les plans qui sont réalisés. Nous avons deux chiffrages en fonction de l'argent qu'on pourra investir et donc de savoir si on garde la totalité ou une partie du projet dans un premier temps. Et donc là, j'ai commencé à rencontrer donc les collectivités publiques. J'ai eu un rendez-vous avec Didier Codorniou, donc qui est premier adjoint, président donc adjoint chargé des finances de la région Occitanie. J'ai rencontré aussi Kamel Chibli, chargé des sports, donc conseil régional de Montpellier. Ce rendez-vous s'est très bien passé. L'idée, bien évidemment, vous l'avez compris, c'est de chercher des fonds publics pour nous aider à financer le projet. Je vais avoir j'ai rendez-vous au mois de mai avec Régis Banquet, avec monsieur André Vula, président du département de l'Aude, et nous allons prendre rendez-vous également avec le CNDS et le ministère des Sports pour présenter notre projet et tout l'intérêt qu'il offre aussi sur le plan, on va dire, social sur la commune d'Alzone. Voilà, ce projet, s'il se fait, il abritera à la fois nos pôles France, il abritera tous les stages de nos équipes de France, il abritera aussi notre Institut national de formation, donc voilà. Aujourd'hui, c'est un projet qui, pour essayer de vous en dire un petit peu plus, où il devrait y avoir donc un gymnase, salle de musculation, avec balnéothérapie pour tout ce qui est récupération en eau froide et tout, bien sûr salle médicale et bureau pour le staff, des petits appartements pour les joueurs, une cuisine, enfin voilà quoi. Il y a une partie tribune qu'on conservera que si on peut arriver à la financer, sinon c'est quelque chose qu'on supprimera, et tout ça sur un terrain éclairé en synthétique. Pour pouvoir, comme il n'y aura qu'un terrain dans un premier temps, pour pouvoir jouer quelles que soient les conditions météorologiques. Donc nous en sommes là, je le présenterai au congrès. Bien évidemment que je ne vais pas vous annoncer, ne me le demandez pas des coûts de projet, c'est quelque chose que je réserve pour les clubs, comme il se doit. Mais voilà, en tout cas pour vous dire que cette idée qui avait été avancée a fait l'objet, a suivi son chemin et a fait l'objet de beaucoup de travail, et que bon là nous sommes dans la dernière ligne droite quoi. Mais quoi qu'il en soit, il faut savoir, pour bien comprendre que comment fonctionne une fédération, c'est que quand je présenterai ça au congrès, et que je présenterai aussi le modèle de financement, si le projet est possible, hein, parce que si on n'a pas d'aide de pouvoir public, ça sera très difficile. Mais si on reçoit de l'aide, je présenterai bien sûr le projet, je présenterai son financement comme il se doit. Mais même si tout est cohérent, si les clubs décident que le projet ils ne veulent pas y donner suite, le projet ne se fera pas. C'est au final, quand même, ce sont les clubs de la Fédération française de rugby à 13 qui auront le dernier mot. Ça sera soumis à vote. Voilà. Très bien. Bon, on verra donc lors du prochain congrès l'évolution, on suivra ça de plus près. Bon, Marc Marin, bien, si vous, voilà, moi pour ma part, j'ai fini la liste de mes projets, de mes questions que je voulais aborder avec vous. Voilà, je vous laisse une petite minute si vous avez un sujet que vous souhaitez aborder et que j'ai oublié. Non, écoutez, on a quand même fait, vous avez quand même construit un entretien assez complet, quoi. Vous m'avez pas épargné, vous avez abordé tous les sujets. On a passé plus d'1 heure ensemble. Écoutez, moi ça a été un plaisir et je vous remercie de m'avoir permis de m'exprimer sur votre sur votre antenne, pardon. J'espère que voilà, j'aurais aussi permis aux auditeurs qui s'intéressent au rugby à 13 de mieux comprendre certaines
certaines choses et certaines fonctions de la fédération. En tout cas, savoir qu'aujourd'hui, la fédération la santé de la fédération est saine, elle est en capacité d'investir dans son sport, que je suis heureux de l'investissement des collaborateurs de la fédération qui travaillent à mes côtés tous les jours au siège à Carcassonne. C'est vraiment une équipe adorable, investie, impliquée et compétente, et que même s'il y a beaucoup de travail aujourd'hui, toutes les structures qu'on a mis en place permettent d'espérer un avenir, je dirais pas radieux, parce que ça serait un peu utopique, mais par contre qu'on peut croire en nos chances, quoi. Mais il faut vraiment que le peuple trésiste comprenne que il y aura pas d'effet d'aubaine, quoi. Il faut qu'on aille se le chercher, quoi. Et que une de nos premières obligations, c'est de remplir nos stades, quoi. Donnons l'image d'une fédération en mouvement qui suit ses finales, qui suit ses équipes, qui suit sa fédération, qui suit ses équipes de France, comme elle doit suivre les Dragons et le Théo. C'est très important, quoi. Arrêtons de nous plaindre, battons-nous ensemble, et voilà le mot de la fin, ce que je voulais dire donc à tous nos amis trésistes. Eh bien, merci beaucoup Marc Palanque de nous avoir accordé cette interview. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu l'occasion de vous donner la parole sur Radio Marseillette. Voilà, on va vous dire à la prochaine, et puis... Avec plaisir, comme vous voulez. Voilà, et puis bonne continuation, et merci d'avoir débordé de ce qui était prévu au début, d'avoir accepté de déborder. C'est avec plaisir, il n'y a pas de souci. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Marc Palanque, et à bientôt. Dans tous les cas, à ce week-end, dans les tribunes d'Albert Domecq. Oui, on se croisera sûrement. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Merci Marc Palanque. Au revoir. Voilà, Nicole, on va terminer, mais je voudrais simplement dire, en terminant, deux choses. D'abord, je voudrais présenter la liste des matchs et les horaires des matchs qui auront lieu demain et après-demain sur le stade Albert Domecq à Carcassonne, dans le cadre du Magic Weekend. Alors, demain, samedi, à 14h, ça débute par le match entre le SO Avignon et le Toulouse Olympique. À 16h, Saint-Gaudens contre Palo Broncos. Et à 18h, le sommet de l'après-midi, le derby audois entre le Feu-Lézignan et le 13 Limoxin. Vous pourrez suivre ce match en direct sur Radio Marseillette, commenté par Elian Cazot et Jean-Claude Bousquet. Donc demain, 3 matchs, Avignon-Toulouse, Saint-Gaudens, Palo et Lézignan-Limoux. Dimanche, les 2 derniers matchs, à dimanche à 14h, toujours au stade Albert Domecq, Villeneuve Rugby League contre Albi, match extrêmement important pour les places qualificatives. Et puis à 16h, peut-être le match au sommet, puisque ce sera le premier, Saint-Estève 13 Catalan, qui affrontera Carcassonne 13 à 16h. C'est la revanche. N'oublions pas qu'il y a 3 semaines, les Carcassonnais étaient allés s'imposer à Saint-Estève à la surprise générale, et de quelle manière. Donc on va voir les Catalans. Les Catalans vont venir avec le couteau entre les dents pour prendre leur revanche, et votre serviteur sera là au micro pour vous faire vivre ce deuxième match. Donc 2 matchs à suivre en direct sur Radio Marseillette. Demain à 18h, Lézignan-Limoux, et dimanche à 16h, Saint-Estève 13 Catalan, Carcassonne 13. Mais demain également, en même temps, à 18h, nous n'oublierons pas le match qui se jouera au stade Gilbert Brutus en Super League, et qui opposera les Dragons catalans à Hull Football Club. Roger Bouichou vous donnera des informations régulières sur l'évolution de cette rencontre. Et également, dimanche à 16h, en même temps que je vous commenterai le match du Magic Weekend, Roger Bouichou vous fera suivre également, interviendra pour vous donner des informations sur la demi-finale du challenge Georges Allière, qui se déroulera à la même heure à Bao, entre Bao et Ville-Gagnard-Aragon. Voilà, donc nous n'oublions personne, nous essayons, nous n'oublions personne. Et puis l'autre demi-finale, rappelons que l'autre demi-finale se déroulera à Pia, et s'opposera Pia à Villefranche 13 d'Aveyron. Voilà, donc Nicole, merci pour ta patience.
parce que nous avons débordé, mais bon, c'était, je pense, une émission exceptionnelle. C'était très intéressant. Qui mérite d'être. Alors je pense que pour les auditeurs qui n'ont pas pu la suivre ou qui voudront la réécouter, elle sera, je pense, j'en avais parlé avec notre cher président de Radio Marseillette, il va prendre les mesures pour qu'elle soit podcastée, comme on dit, hein, c'est-à-dire qu'on puisse la réécouter en différé, mais bon, tout ça, on vous le dira sur les réseaux sociaux, donc je pense que ça se fera dans le courant de la semaine, voilà. Elle sera accessible à nouveau, on pourra l'écouter en différé. Voilà, Nicole, je te donne rendez-vous demain sur Radio Marseillette à 18h pour Lézignan Limoux avec Elia et Jean-Claude. Moi, pour ma part, je vous donne rendez-vous dimanche 16h pour Saint-Estève 13 Catalan, Carcassonne. Tout ça en direct du stade Albert Domecq. Nicole, gros bisous, hein, encore un gros bisous, un grand merci, merci de ta patience. Et je te donne rendez-vous, je te donne rendez-vous demain aux auditeurs. Allez, pour ma part, à dimanche. À dimanche, Denis, et demain à 18h en compagnie d'Elia et Jean-Claude. Ciao.